Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série, dans un format un peu différent que je vous propose. On ne va pas aller à la rencontre d'une personnalité créative, ni à la découverte de l'histoire d'un objet de design ou de nouveaux matériaux. On va faire un peu de prospective à travers une fiction qui pourrait se réaliser dans un futur proche et qui pourrait inspirer pas mal d'entreprises françaises qui aujourd'hui fabriquent le mobilier qui est dans nos magasins et dans nos intérieurs. Alors comme vous le savez, sur Où est le beau, on se questionne beaucoup sur comment on fait dans un monde avec des ressources finies, parce que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'épuisement des ressources, pour continuer à faire du business, à meubler tout le monde, sans faire l'impasse sur la désirabilité, la qualité, etc. Donc en gros, comment faire du design soutenable avec les challenges climatiques et environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et ces questionnements, en fait, le French Design by VIA se les sont posés aussi. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le French Design by VIA, c'est une association française qui valorise l'innovation dans l'ameublement et l'architecture d'intérieur. C'est une branche de l'ameublement français, qui est une organisation professionnelle des acteurs de la fabrication de l'ameublement et de l'aménagement des espaces de vie. Et au début de l'année, ils ont voulu accompagner leurs adhérents et les professionnels du secteur du design dans une meilleure compréhension des enjeux d'aujourd'hui. Le monde change, c'est inévitable, et les entreprises doivent elles aussi changer et s'adapter. Mais comme tout, changer des comportements, d'habitude, c'est pas quelque chose de facile. On a besoin d'exemples pour se projeter, de passer de quelque chose d'invisible, d'inexistant à un champ des possibles. Et pour répondre à ça, ils ont créé tout un groupe de travail avec des philosophes, des scientifiques, des professeurs, etc. Ils ont réfléchi sur tous ces sujets. À la suite de ces échanges, ils ont dégagé une première thématique qu'ils ont appelée Disruption vers un design durable. Et de cette thématique sont nées 3 fictions susceptibles de répondre à la question « Quel est l'avenir de l'ameublement et du design ?» Elles sont disponibles sur le site du French Design by VIA. Je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Et on a trouvé intéressant de partager avec vous en format podcast l'une de ces 3 histoires. Alors cette fiction a été imaginée et écrite par Alain Busson, qui est professeur émérite à HEC Paris, et j'ai eu le grand plaisir de l'adapter pour vous dans cet épisode. Après cette petite mise en contexte, je prends quelques instants pour vous introduire les grandes lignes de cette fiction. Vous découvrirez que les objectifs de développement durable, ou plutôt de développement soutenable, ambitionnent ici d'être atteints par plusieurs biais, notamment la réindustrialisation locale, l'usage généralisé de l'upcycling, c'est-à-dire comment en fait on valorise un objet, un matériau pour prolonger sa durée de vie, donc son usage, son utilisation le plus longtemps possible. Et la mise en place de business models basés sur l'usage plus que sur la propriété. Cette fiction va permettre de mettre en lumière 2 stratégies différentes, l'une artisanale et l'autre industrielle. Allez hop, c'est parti. Alors faisons un petit bond dans le temps. On est en avril 2040 à Paris. Les contextes économiques, sociaux, sanitaires, etc. ne sont pas bons. On peut même clairement dire que c'est très compliqué. Plusieurs crises économiques se sont succédées depuis la pandémie de 2020. Des aides financières ont bien évidemment été octroyées par l'État français et l'Union européenne. Mais même si elles ont été importantes, elles n'ont malheureusement pas pu sauver certaines entreprises de la faillite. Dans cette fiction, on va aller à la rencontre de plusieurs entreprises qui ont su, elles, s'adapter. Et jusqu'aujourd'hui, en 2040, qui continuent encore à exister et avoir un business model qui fonctionne. Nous allons voir comment. Alors la première d'entre elles s'appelle Calypso. C'est une entreprise qui a été fondée en 1990 et qui fabrique des meubles reconnus pour leur qualité. À l'époque, elle possédait un grand showroom à Paris, 2 boutiques. Et pour eux, ce qui était fondamental, c'était de produire en France. Donc en fait, ils étaient très attachés à valoriser le savoir-faire des artisans français ainsi que le tissu industriel qui était attaché. Et l'entreprise arrivait d'ailleurs à des taux de Made in France qui avoisinaient les 90%. Et le fait d'être ancré sur leur propre territoire, d'avoir une stratégie d'approvisionnement très locale, a été en fait déterminant dans la façon dont ils ont réussi à faire face à la crise économique de 2020. Donc au moment où les échanges internationaux étaient bouleversés, comme l'entreprise n'était pas dépendante d'autres pays, elle a pu tenir le coup. En revanche, ses dirigeants ont aussi très vite pris conscience que ça n'allait pas être suffisant et qu'il allait falloir s'adapter, innover et surtout dans cette situation trouver des alliés. Donc l'entreprise s'est rapprochée de 2 autres entreprises du secteur qui partageaient les mêmes valeurs et leur a proposé de se joindre à eux en créant un groupe d'intérêt économique. Convaincus par la proposition de Calypso,
on a Meubles Décor, qui est un fabricant de meubles contemporains et design, et Nemolab, un éditeur de mobilier et d'objets haut de gamme, qui acceptent la proposition et forment tous les trois le groupe Tout pour la maison. Leur objectif, c'était à l'époque, parce qu'au moment où je parle de ça, en 2040, ce groupe a déjà été fondé il y a quelques années, c'était se différencier du reste du marché et de proposer une offre globale et complète pour l'ameublement de la maison. En 2040, le groupe fait face à de nouvelles difficultés, notamment liées à l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché. Un concurrent qui propose une offre qui casse les codes, et pas qu'un peu parce qu'elle est fondée sur la location et l'upcycling. C'est juste une petite révolution, et leur distributeur du groupe Tout pour la maison leur demande même de s'adapter à ce nouveau modèle économique circulaire, faute de quoi il mettra fin au référencement de leurs produits. Donc contraint, le groupe Tout pour la maison n'a pas d'autre choix, s'il veut éviter la faillite, de changer en profondeur. Et finalement, les deux piliers du changement sont la location et l'upcycling. Et ils ont beaucoup d'avantages. La location rassure parce que finalement les gens ne s'engagent pas sur une durée longue, et c'est aussi quelque chose que l'on connaît parce qu'on a l'habitude notamment dans d'autres secteurs, l'automobile, etc. Et l'upcycling permet de réduire fortement le coût d'approvisionnement et d'éviter aussi les taxes qui sont entrées en vigueur après la crise des années 2020 et qui ont pour objectif de pénaliser financièrement la production de déchets par les industriels. Donc, face à ça, pas le choix, de nouvelles stratégies doivent être mises en place et annoncées aux salariés du groupe. Allez, venez, je vous emmène, on est dans les bureaux du groupe. Le grand patron a réuni dans une salle de réunion les membres les plus importants de la société. Et là, il explique donc que l'arrivée d'un concurrent chamboule le marché, que de nouvelles règles du jeu doivent être prises en compte et que cela va nécessiter de repenser leur modèle économique. Mais qui est donc cette entreprise concurrente qui vient disrupter le marché ? Elle s'appelle Furnirent. Elle a été créée en 2038 par une femme d'une trentaine d'années et son idée a complètement chamboulé le secteur parce qu'en analysant les nouveaux usages et en prenant conscience des enjeux environnementaux, elle a décidé de concevoir une plateforme en ligne sur laquelle on peut louer des meubles upcyclés. Donc en gros, c'est donner une seconde vie à des meubles qui d'habitude auraient dû être jetés ou détruits faute de débouchés ou de filières. Et comment elle fonctionne finalement cette entreprise ? La fondatrice a eu l'idée de s'associer avec la fédération Emmaüs, donc qui lui donne accès à l'ensemble des ressourceries de son réseau en France. Donc vous savez, les ressourceries sont ces lieux dans lesquels on peut venir déposer de vieux meubles, de vieux objets, de la vaisselle, etc., dont on ne se sert plus, mais qui est encore en bon état. Et ensuite, pour toute la partie réparation, revalorisation de ces meubles à upcycler, Furnirent n'a pas voulu s'encombrer d'un outil industriel et ils ont pris le parti de faire appel à des artisans locaux, indépendants, ainsi qu'à des Fab Labs. Donc en fait, leur plus-value à Furnirent, elle repose uniquement sur la mise en relation habile et pertinente d'acteurs indépendants qui ne se seraient pas associés jusqu'à présent. Les fédérer dans une offre globale qui est diffusée grâce à une plateforme digitale. Et ce qui est marrant, c'est que cette entreprise, alors même que son modèle économique était hyper en phase avec les besoins, les enjeux du moment, notamment environnementaux, elle avait rencontré sur son chemin de très vives réticences de la part de certains acteurs qui n'avaient pas caché que pour eux, un tel projet n'était pas viable. Et c'est évidemment tout le contraire qui s'est passé. Cette nouvelle façon de concevoir l'aménagement d'intérieur a fait écho auprès de très nombreuses personnes en France. Et c'est un très bel accueil par les clients qui leur a été réservé. La demande est là et Furnirent a piqué pas mal de parts de marché, assez significatives d'ailleurs aux acteurs historiques, et tout ça en même pas 2 ans. Avec cet exemple sous le nez, le groupe Tout pour la maison décide de prendre en compte ce changement de mentalité, cette nouvelle façon de consommer du mobilier. Et si on résume, finalement, la nouvelle approche circulaire de Furnirent avait tout pour faire trembler même les plus solides acteurs du marché, restés cantonnés sur leur ancien modèle, parce qu'ils avaient une offre qui était écologiquement irréprochable, parce que du coup, elle prenait les déchets des uns pour en faire sa propre ressource. C'était une offre qui était bon marché et qui rend pour le consommateur la dépense pratiquement indolore grâce à la location. Donc Tout pour la maison se dit, OK, comment maintenant on se positionne avec une nouvelle stratégie ? Ils se disent qu'en fait, copier purement et simplement Furnirent, ça n'a pas de sens, c'est pas pertinent. En revanche, ils décident de monter des groupes de travail en interne où ils incluent les salariés du groupe et aussi leurs principaux fournisseurs pour commencer à tester une stratégie différenciante qui reposerait sur la mise en place d'un véritable upcycling industriel.
Donc Tout pour la maison entre alors dans une période foisonnante et inédite de transformation. Déterminés à se réinventer, ils voulaient toutefois conserver ce qui avait fait leur force jusqu'à présent, leur identité et leur savoir-faire. Ce qu'ils vont faire, c'est appliquer à leur métier de fabricant les ingrédients vertueux de la location et de l'upcycling qui ont été mis en lumière par Furnirent. Donc inscrire en fait l'ensemble de leur activité dans un véritable schéma d'économie circulaire, mais à grande échelle, sans les contraintes et les aléas supportés par la vision artisanale de Furnirent, à savoir des gisements non uniformes et de qualité très inégale, l'absence d'économie d'échelle du fait de la valorisation décentralisée et collective de la valorisation des meubles. Donc concrètement, pour Tout pour la maison, cette vision industrielle de l'upcycling, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est se différencier en prenant parti de ne pas s'occuper donc des meubles qui sont déjà créés et produits et qui sont aujourd'hui dans le marché. Donc ça, c'est un autre marché finalement. Eux, ils restent fabricants et continuent à donner naissance à du mobilier qu'ils mettent sur le marché. Donc c'est des meubles neufs qui sont fabriqués avec des ressources neuves. En revanche, les meubles sont tous, dès leur conception, donc dès la phase même dans les bureaux de design et d'études, pensés de telle sorte qu'après avoir vécu leur vie chez le client, et parfois même d'ailleurs revendu et avoir vécu plusieurs vies, mais au moment où vraiment le meuble est abîmé et ne peut plus être utilisé en l'état, il va être démonté et l'ensemble des éléments qui composent le meuble vont pouvoir être au sein même du groupe récupérés, triés et dirigés vers des services dédiés qui gèrent la fin de vie afin que ces matériaux in fine puissent constituer la ressource d'une nouvelle pièce et d'un nouveau meuble. Donc en fait, ça implique non seulement de repenser le design des produits, mais aussi l'ensemble des process de production. C'est une aventure que les salariés du groupe ont accueillie globalement avec beaucoup d'enthousiasme. Les codes ont vraiment été cassés. Il ne s'agit plus d'inscrire le modèle économique dans une dynamique linéaire, donc produire, consommer, jeter, produire de nouveau, mais bien inscrire dans l'ADN même du groupe une vision circulaire dans laquelle le déchet des uns devient la ressource des autres et qu'elle puisse se décliner à grande échelle. Et la dernière étape de leur offre, la commercialisation. Là encore, ils veulent sortir des sentiers battus en proposant un modèle disruptif et ils ont réfléchi pour faire en sorte finalement de facturer à leurs clients uniquement un coût d'usage. Donc ce sont des abonnements, des services qu'ils vont vendre et plus des produits. En payant X euros par mois, l'entreprise s'engage à aménager le logement de ses clients avec des meubles qu'ils auront choisis sur le catalogue et l'avantage, c'est que le consommateur peut changer quand il le souhaite. Donc l'entreprise est en train de mettre en place un système dans lequel elle se charge de venir faire l'échange au domicile du client. Certaines offres rendent même possible l'accès de services complémentaires comme par exemple du conseil en architecture d'intérieur. Voilà, j'espère qu'après avoir entendu cette histoire, cette fiction, on n'a finalement qu'une envie, c'est de ne pas attendre 20 ans pour pouvoir bénéficier de ce type de service. En tout cas, j'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura inspiré et que de nombreuses nouvelles idées vont naître pour s'adapter à la période que l'on traverse aujourd'hui, très grandement marquée par l'enjeu de la finitude des ressources. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.oueslebeau.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.